en gros, tu vois, soit une victoire large, et ça c'est vraiment chaud et flippant, et bon, du coup on a un bon petit gouvernement de fachos et tout, ça va être merveilleux. Bienvenue tout le monde, je suis Kevin Razi, vous êtes dans CKR, le podcast hebdomadaire que vous kiffez, le préféré de vos podcasteurs préférés. J'adore cette phrase, il y a quelqu'un qui m'a sorti ça la dernière fois. Toujours à mes côtés, Dr H. Ciao. Et qui, je l'espère, a passé une bonne semaine. Ouais. Du moins mieux que là, le week-end et l'annonce qui vient d'être faite. Nous sommes le dimanche 9 juin, il est 21h28 et on vient d'apprendre la dissolution de l'Assemblée nationale par le président Emmanuel Macron. Du coup, notre sujet, c'était l'Europe. Et puis voilà, ça va être ça. Ça va être notre thème parce que c'est quand même un truc de ouf. Comme d'habitude, avant de commencer, l'équipe type, le 5 de départ, le 11 d'or, ma chérie Gaëlle Canicagnan à la réalisation et au montage. On a notre showrunner au son, Monsieur Mourad Mokadem. Et évidemment, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter et à mettre des 5 étoiles sur les plateformes de podcast, à soutenir la chaîne grâce à notre Tipeee. D'ailleurs, vous êtes nombreux là à avoir rejoint le Tipeee. N'oubliez pas, si vous êtes abonné à la chaîne YouTube, migrez sur le Tipeee. C'est très simple. Alors oui, je sais, il y a des montants qui sont imposés entre guillemets, mais en fait non, si vous cliquez sur soutenir, vous pouvez choisir le mode de récurrence et le montant. Il y a par exemple quelqu'un qui nous a fait un montant de 1 euro mensuel. Et franchement, c'est charmant. Il s'est dit voilà, moi je peux faire ça. Je vais vous donner 1 euro tous les mois. Et franchement, merci. Et vous pouvez le faire. C'est très touchant. Ouais, franchement, vous pouvez le faire tout ce que vous voulez. Honnêtement, vous vous rendez compte, il n'y a pas de petits gestes. Le moindre geste, il est là. Mais donc, nous, on le prend très, très à cœur. Mais oui, franchement. Donc j'aimerais remercier moi, ça me touche. tous les tipeurs. Il y a Nadia, Mohamed. Alors Nadia qui nous dit bonjour, j'aime beaucoup votre chaîne. Elle est nécessaire. Du coup, petit soutien, courage et bonne continuation. Merci beaucoup. Mohamed qui dit salam alaikum, salut Kevin et Hamza, force à toute l'équipe, continue comme ça, il faut réveiller les esprits. Que Dieu vous bénisse, dites Amin, Amin. Il l'a mis en arabe, j'avais pas envie de m'afficher. Il y a Iman aussi qui dit on est ensemble, bisous la team. Shafik, Louisa, merci beaucoup. Ma contribution à votre succès, merci beaucoup. Manuel, Thomas, Athème. Podcast toujours très intéressant, dit Thomas, avec une énorme qualité technique. Continuez, merci et force à vous. Putain, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Pour la... Athème, ouais, grave. Athème, Christophe, Laurence qui dit bonjour, j'ai fait un type ponctuel et j'avais une question en s'engageant. Je crois que je vous l'avais lu celui-là. Ouais. Oui, donc voilà. On vous enverra les épisodes. Moi, j'ai vos adresses mail, je vous enverrai les épisodes, évidemment, les mêmes avantages que pour ceux qui étaient sur la chaîne YouTube. Du coup, on va continuer d'ailleurs dans les petits réacts avant de parler de la dissolution d'Emmanuel Macron. De l'Assemblée nationale. De l'Assemblée nationale. Ça aurait été bien qu'il se dissout comme un cachet d'aspirine. Alors oui, petite promo, là, on est le 9 juin, il me reste 21 jours avant le premier tour des législatives qu'on vient d'apprendre, mais surtout avant la fin de ma prestation dans la pièce passeport d'Alexis Michalik au Théâtre de la Renaissance. Après, c'est une autre personne qui s'appelle Kinsley, qui est adorable, qui va reprendre ce rôle. Donc si vous voulez me voir sur scène, n'hésitez pas, vous avez jusqu'au 30 juin. Voilà. C'est fou ça. Ouais, ça passe vite, hein. Ça passe super vite. Et d'ailleurs, petite anecdote, dédicace à Naïnou, une pote à moi qui est dans la police et qui est venue voir la pièce et elle avait les larmes aux yeux à la fin. Elle est venue avec sa fille et je lui dis t'es touché et tout. Elle fait ouais, quand même. Et elle me dit surtout que je me suis pris une grosse claque par rapport à moi-même et tout. Et je lui dis pourquoi. Elle fait elle me dit Kevin, je passe la moitié de ma journée à attraper des sans-papiers, à les enfermer. Et du coup, en fait, là, je suis en train de remettre en question un peu le pourquoi du comment, ce que je fais, les gens que j'arrête, etc. Donc, waouh, ça va me faire réfléchir et tout, machin. Et ça fait plaisir, hein. Franchement, grave. Ça fait plaisir. Ça, tu vois, c'est une pièce humaine. En fait, comme le disait Hamza, l'art, ça permet de créer de l'empathie chez les gens. Oui, c'est vrai. Et l'empathie permet ça parce que tu vois, quand tu regardes une œuvre, quand tu vas lire un bouquin, un manga, regarder un dessin animé, un film, etc., tu vas te mettre à la place d'un personnage qui va être le personnage principal, mais quelqu'un que tu n'aurais peut-être jamais rencontré dans la vie, tu vois. Mais oui. Quelqu'un avec qui tu te serais jamais dit, tiens, et si on échangeait nos positions? Et là, tu as sa perspective et tu dis, ah ouais, en fait, putain, d'accord. Et c'est pour ça que l'art, c'est beau et que c'est puissant. Quand c'est bien fait, ça peut déplacer des montagnes. Donc en tout cas, j'embrasse fort Naïnou et sa fille Lara qui sont venues, ils ont kiffé. Magnifique. Des petites réacts avant de commencer la petite news HMD. On a Dom qui dit
Très bonne émission. Juste une petite correction sur la Lune. Mais oui. Et ouais, putain, bah, c'est vrai que la dernière fois, je disais que la Lune tournait pas. Non. Petite correction sur la Lune. Elle tourne bien sur elle-même. C'est juste que sa rotation est synchronisée avec son orbitation autour de la Terre. En conclusion, la Lune tourne sur elle-même et sa face cachée a bien des périodes de jour et de nuit. On l'appelle face cachée uniquement car cette face n'est jamais visible depuis la Terre. C'est ça. Ouais, voilà. Donc en gros, t'as la Terre, ouais. En fait, voilà, ça tourne en même, ouais. Voilà. Donc on a tout le temps la même face, nous. Nous, on a tout le temps la même face, ça c'est sûr. Voilà. Mais c'est juste que comme on tourne. Ouais, elle est calée sur nous, ce qui est assez intéressant et marrant au niveau gravitationnel. Merci. Merci, parce que non, c'est bien, il faut nous le dire quand on dit des bêtises. Comme je m'en tape le coquillage, voilà, vous m'avez rattrapé, c'était bien. Et Aziza, ça peut être aussi un néologisme, je peux dire, voilà, non, moi c'est une nouvelle formulation. Il y a Aziza qui dit: salut l'équipe, trop heureuse de vous revoir ce mardi. J'ai revu tous les épisodes, j'ai encore grave pris des notes, putain. Et j'ai recommencé à lire l'orientalisme d'Edward Said. Bref, j'ai l'impression que vous êtes en train de rééduquer mon cerveau et ce n'est pas évident, lol, surtout quand on a l'impression d'avoir été littéralement endormi pendant des années et on comprend mieux pourquoi maintenant. Continuez comme ça s'il vous plaît, vous allez finir par monter, c'est sûr. Merci, c'est trop. Et d'ailleurs, tiens, j'en profite pour dire que, pareil, il y a des commentaires qui m'ont fait découvrir des trucs. Ouais, c'est putain. Par exemple, sur la vidéo qu'on a faite sur la colonisation, il y a quelqu'un qui a mis en commentaire une série. Alors je vais le dire en anglais dégueulasse, The Sympathizer, ou Sympathizer, je crois, le sympathisant. Excellente série sur un agent double vietnamien, d'origine franco-vietnamienne, c'est-à-dire que je crois que c'est son père qui est français et sa mère qui est vietnamienne, et lui il va servir le Vietnam communiste contre le Vietnam occidentalisé, exactement. Il gagne, donc on est sur le lendemain de la victoire de la guerre vietnamienne de libération. Donc il récupère Saigon et il va partir aux États-Unis pour continuer sa mission. Et donc c'est super intéressant sur l'élément culturel. Les acteurs sont géniaux et ça te met vraiment. C'est sur quelle plateforme ? Attends, je te dis pas de bêtises, c'est sur Warner là. Ok. Sur Warner. On va checker sur IPTV. Voilà. Dans le plus grand des calmes. Mais une excellente série. Note. D'ailleurs, je précise aussi que mon pote John Daddy qui nous écoute de Londres, j'embrasse fort, il nous écoute tout le temps. Il m'a dit que ça l'avait grave travaillé, l'idée de série sur le prof de géo vietnamien qui devient général de guerre. Il m'a dit mais attends, mais mec, c'est une série de ouf et tout, et ça le fait gamberger. Peut-être qu'il fera la série, auquel cas on serait content que tu le mettes dans les remerciements. Parce que franchement, ce serait une bête de série, c'est clair. Mais en tout cas, tu vois, c'est marrant comment ça germe chez tout le monde. Ouais, c'est magnifique. On a Libanisio qui dit: je suis rarement tombé sur du contenu aussi quali que vos dernières vidéos. Hamza est un puits de science et lui permettre d'aborder divers sujets avec une légèreté et une telle accessibilité, c'est top. Ajoutez à ça l'humour du cas et on obtient un format hyper lourd. Bref, j'ai de la route à faire demain. Je vais garder cette vidéo de côté pour m'accompagner. Je m'abonne. Grosse force à vous. Bah franchement, ils sont adorables, les gens, c'est incroyable. Ouais. Non, enfin, vraiment, vous êtes trop top. J'adore ça. Ça fait vraiment plaisir. Ouais. Merci beaucoup. Laetitia qui dit: concernant la conquête de la Lune par la Chine, cette opération fait partie du projet spatial Chang'e, prononcé Chang'e, nom d'une divinité vivant sur la Lune dont la légende est connue de tous les Chinois et des Sinisans. Ils en ont même fait un film d'animation. Et elle a donné des pistes pour qu'on traite le sujet de la Chine et Taïwan aussi. Oui, et c'est elle qui était élève de Dan Cheng. Qui et nous, on est là en train de rigoler et tout. Ouais, pourquoi ils l'ont appelé ça Chang? Mais heureusement que vous êtes là pour nous. Vous êtes gentils, pour élever aussi, parce que moi, je peux très vite partir à un niveau moins 4, vieux réflexe. Il y a Aïcha Brib qui dit: épisode incroyable comme toujours, je ne peux plus me passer de ce podcast. Mon cerveau fume à chaque fois et dans le bon sens du terme. J'ai l'impression de boire un café avec vous. Bon, un café de 2 heures, c'est vrai, mais ça reste très stylé et authentique ce format. Ça me régale, comme diraient les Marseillais. Merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Sarette qui dit: j'ai découvert votre émission depuis un peu plus de 2 mois et c'est vraiment fantastique. Je trouve vos propositions aussi qualitatives que Ce soir ou jamais de Tadei. Alors là c'est pour faire plaisir à Dr H. Vraiment. Et c'est de la flatterie, attention. Non, c'est ça, c'est son émission référence. Je ressens exactement le même plaisir en vous écoutant et c'est quelque chose de rare et puissant. Vous êtes d'utilité publique. Grand merci à toute votre équipe. Merci, franchement, merci de fou.
Allez, un dernier message. Sophia Talawi qui dit « Événement surréaliste dans le bus. Je vous écoutais durant mon trajet et forcément, je souris à certaines punchlines pleines de vérité. Et une nana en face de moi me dit « Ça a l'air marrant ce que vous écoutez. » Je lui dis « C'est pire, c'est drôlement intelligent. » Au final, on s'est retrouvés toutes les deux. On s'est retrouvés avec les 2 autres passagers à mater le no comment, bon, qui s'est transformé en fucking comment, car ça a été un florilège de commentaires, désolé lol. Donc voilà, plus 3 adeptes en un trajet de bus, ma petite fierté du jour. Mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de ouf. Sinon, magnifique. Comme d'habitude, analyse pertinente, juste, pondérée, incroyable équipe. J'ai même pas l'impression d'être pondéré, je te jure. Nous, parfois, je trouve qu'on est vraiment en roue libre. On est tous sauf pondérés sur certains sujets. Bravo. PS, j'ai écouté les 27 épisodes en 3 jours. Waouh. J'ai saigné YouTube, mais... mais vous êtes incroyable. Voilà, j'ai pas d'autres mots. De ouf, ouais. Non, mais c'est ouf, hein. On vous surkiffe. Moi, je vous le dis clairement. Merci, on vous kiffe. Ah ouais. Sachez que vraiment... Merci pour la force. Ah ouais. Mais c'est magnifique. Il faudra qu'on fasse un truc avec le public. Ouais, mais on va faire un truc en public. Ouais. Je vous jure qu'on va le faire. On attend encore un petit peu, mais ce serait magnifique, ouais. Ça serait magnifique de faire ça. Que tu sais, on aime ça en plus. Nous, on adore le public. Bah oui. Et ce serait cool. En plus, je regardais l'émission Backseat tout à l'heure, et c'est vrai que eux, sur Backseat, ils font ça en public, et je me dis, franchement, c'est grave possible de le faire. Mais ouais, carrément. Ce serait kiffant. Ouais. Avant de vous faire la petite news HMD, la petite news Alhamdoulilah, je voulais vous faire un petit récap de la discussion que j'ai eue avec Sarah de l'Arcom. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'il faut savoir que l'Arcom, anciennement CSA, le gardien de l'audiovisuel en France, on les avait beaucoup vannés en disant qu'on pensait que l'Arcom ne regardait pas la télé. C'est pour ça qu'ils mettaient 1000 ans à ne pas sanctionner, etc., etc. Et il y a une nana de l'Arcom qui a envoyé un mail en disant « J'ai vu votre passage, j'ai bien ri, je travaille à l'Arcom, si vous voulez, on peut se voir, et tout ça. » Donc, j'y suis allé avec Florian Guadalupe, que j'embrasse, qui est un journaliste média. Donc, lui, il est au taquet et tout. C'était cool parce que, comme vous ne pouviez pas venir, je me suis dit que c'est cool de venir avec quelqu'un qui a du bagage média, parce que moi, je n'aurais pas pu tenir toute la discussion avec tous les arguments qu'il faut. Et Florian l'a fait divinement bien. Et alors, en fait, en gros, très adorable, elle nous a tout expliqué de A à Z sur le fonctionnement. En fait, en gros, quand il y a un signalement, il faut savoir que les signalements de l'Arcom, c'est donc les gens qui vont rentrer dans un formulaire et qui font un signalement et tout. Ensuite, il y a un juriste de l'Arcom, un ou deux juristes qui vont regarder l'extrait litigieux en question pour voir si, effectivement, selon le cadre de la loi, il y a quelque chose à faire ou pas. Et à partir de là, en fait, l'extrait, il est envoyé à un procureur qui est externe et qui, du coup, qui ne fait pas partie de l'Arcom et qui va donner ces réquisitions, à savoir soit c'est classé sans suite, soit on poursuit et je propose tant d'amende ou tant de ci, de ça. Et là, ça revient à l'Arcom. Et l'Arcom a un collège, ils sont 9, je crois, et chaque membre est élu par une assemblée différente. Il y en a un qui est élu par le Sénat, un autre par l'Assemblée nationale, un autre par le président, okay. Voilà, tu vois. Paritaire, et voilà, c'est ça. Donc, ils sont 9. Et c'est là, eux, après, qu'ils vont voir les réquisitions du procureur indépendant là qui fait pas partie de l'Arcom en gros, et qui vont dire c'est pas le procureur visiblement du coup. Non, en fait, je sais pas, c'était pas le mot procureur. Il a une sorte de rôle de procureur. Genre de rôle de procureur qui dit voilà, on n'est pas encore dans le judiciaire non plus. Okay. Et après, c'est l'Arcom qui tranche. Ah, ok. Et après, c'est l'Arcom qui tranche par rapport et qui peut soit diminuer ce qui avait été requis au préalable, soit augmenter, etc., etc. Mais elle me dit, en gros, nous, on ne sanctionne que ce qui est sanctionnable dans le cadre de la loi. C'est-à-dire que si vous voyez qu'on n'a pas sanctionné certaines choses, c'est parce que parce que ça rentrait dans le cadre de la loi. Et elle me dit, si aujourd'hui la loi permet certaines choses, il faut faire la pression sur les législateurs pour qu'ils puissent l'intégrer dans la loi pour que nous on puisse la faire appliquer. Et elle dit honnêtement, moi elle dit je sais très bien ce qu'on peut penser de. Alors par exemple je lui dis, est-ce que CNews c'est pas une chaîne média d'opinion, parce que normalement dans le renouvellement des fréquences l'opinion c'est pas censé être. Et là on voit bien qu'ils font de l'opinion, il y a des éditorialistes, etc. Elle me dit non, c'est une chaîne d'info en fait. C'est la dominante. Parce que, elle me dit, dans les faits, il y a ce qu'il faut pour qu'on puisse considérer que c'est une chaîne d'information. Si si dans 24 heures de chaîne d'info continue, t'as du 20 heures de l'info et que 4 heures d'opinion dégueu. C'est ça. Par exemple. Hein. Parce que nous, en fait, on connaît que c'est majoritairement, c'est l'heure des pros, peut-être l'émission de Ferrari, tu vois, qui ressort un peu du lot. Voilà. Mais le reste de la journée, il y a des JT. C'est des JT, et par exemple, il y a aussi un autre truc, elle me disait. C'est pernicieux, quand même. C'est pernicieux de ouf. Et par exemple, elle me disait, il y a un autre truc.
eux, par exemple, là, pareil, en fait, en gros, la vérité, c'est qu'il faut qu'on fasse pression sur nos députés pour qu'ils fassent voter des lois pour que l'Arcom ait plus de moyens pour pouvoir tacler. En fait, c'est ça le cheminement. Parce qu'elle nous dit, nous, on est des juristes, on applique juste la loi, tu vois. Et on peut pas aller plus loin. Et par exemple, dans la loi, il n'y a rien qui empêche la récidive d'actes signalisés. Regarde, tu sais, souvent, parce qu'à un moment, Florian, il dit CNews ou le groupe Canal en général, avec C8, ils ont eu énormément de signalements. Ou même, voire même d'amendes, etc. Et il dit, c'est au bout de combien d'amendes, de condamnations qu'il se passe quelque chose. Elle dit, la loi n'indique pas que la récidive, c'est quelque chose à prendre en compte pour qu'on puisse faire un acte plus fort derrière. Donc en gros, tu peux être condamné plusieurs fois d'affilée, mais c'est pas parce qu'il y a une accumulation qu'au bout d'un moment on va dire bon allez on vous fait sauter la fréquence là. Et dans le pénal il y a pas ça justement sur la récidive pas sur ça. Pas sur ce contenu. Ok. Mais c'est intéressant. En tout cas c'est super intéressant tout ce que tu as pu entendre. Mais il y a pas aussi, moi je pensais que l'Arcom c'est pas seulement la question juridique, il y a aussi la question déontologique, non? Tu te souviens quand on a parlé de c'est toi que tu nous avais parlé de tu sais ce qu'elle a fait Sadia Mabrouk. Exactement. Ouais. Bon, là c'est pas pour CNews, mais ça c'est c'est un problème de déontologie. Ouais, en fait le problème c'est que là je crois que la charte de Munich en question qui régit un peu ce truc là, elle a pas de valeur juridique. Oui, donc déontologique. Ouais, et l'Arcom ne juge pas ça je savais pas. Ne juge pas ni l'opinion ni le contenu. En fait non, parce que ils te disent heureusement parce que sinon on commencera à faire de la censure et c'est pas le but. Non mais voilà, mais pas le contenu. Moi je parle justement de la déontologie. Non. Parce que par exemple là le coup là pour moi c'est un bon exemple le truc de Sonia Mabrouk parce que là c'est pas la question d'une opinion qu'on est en train de critiquer. Non, elle s'est précipitée sur une information qui au final n'était pas. Oui, tu vois, et ça c'est une pratique qui pose problème journalistiquement parce que on fait un dépôt de confiance aux journalistes. Tu vois, on leur confie l'information et donc eux ils doivent la transmettre fidèlement. Ouais. Mais tu sais qu'après elle m'a dit aussi qu'il s'était battu pour Louis Boyard aussi, pour que C8 ils prennent. Elle me dit il y a des combats qu'on a dû mener et tout. Mais globalement, nous on fait que de suivre la loi. Et on sait qu'on nous prend pour des gens qui ne foutons rien. Il leur faut 3 mois entre le moment où tu signales et le moment où ils délivrent un truc, tu vois. Oui, forcément. Mais ce qui est pas tant... J'ai l'impression que c'était plus long pour certains trucs. Elle me dit, il faut pas confondre mise en garde et mise en demeure. Parce qu'elle me dit, ça aussi, c'est flou pour le public. On a l'impression que les gens sont tout le temps condamnés. Non, les mises en garde, ça a juste valeur de faites attention, on doit rappel à la loi. Mais elle me dit, on n'aurait même pas dû le dire comme ça parce que ce qui compte, c'est les mises en demeure. Là, c'est quand on décide d'intenter quelque chose. Et les mises en garde, c'est juste des premiers flashs. Il y a un autre truc qu'elle m'a dit. Alors là, c'est plus pour Mourad, ça va te parler. Je lui ai dit, c'est quoi le bail avec les marques ? Est-ce qu'on a le droit ou pas d'avoir des marques, machin ? Est-ce qu'on doit les enlever ? Parce que je dis, une fois sur deux, quotidien, quand ils reçoivent des athlètes, ils ont leur Lacoste, leur machin, parce que souvent, c'est la marque qui a amené l'athlète et tout. Et ils gaffent pas et tout. Elle me dit, non, on n'a pas le droit. On n'a vraiment pas le droit de citer des marques à la radio ou de... alors, elle connaissait pas cette histoire de citer 3 trucs, tu vois, mais elle me dit, ça se trouve, oui, c'est un vide juridique de citer 3 marques pour passer. Elle me dit, normalement, on n'a pas le droit. Pour la simple et bonne raison que si tous les jours, t'as le mec qui met la même marque, etc., on estime que c'est déloyal vis-à-vis des autres marques qui pourraient faire de la publicité et tout. Mais elle me dit, mais après, encore une fois, nous, on ne sévit que si on nous signale. Donc en fait, je lui dis donc en gros, il faut qu'il y ait quelqu'un qui balance. Elle dit non, qui signale. Je dis d'accord, mais c'est de la délation. Elle fait non, c'est un signalement. Et elle me dit, au final, les gens qui signalent les histoires de marques, il a dit ci, la machin et tout, souvent c'est des autres marques ou des autres chaînes. Mais oui. C'est les chaînes et les producteurs qui font ça entre eux. Parce que en vérité, toi, mec lambda, tu vas pas aller sur le site de l'Arcom. Tu vas pas aller sur le site de l'Arcom en disant putain, chaud le Lacoste qu'il a mis à 15h18, machin, on s'en bat les couilles nous. Et donc tu te rends compte que en fait c'est des gens, Donc la vérité c'est quoi ? C'est de dire qu'en gros à la télé, on n'a pas le droit de le faire, mais tant que t'es pas signalé, eux ils voient pas parce qu'effectivement ils ne regardent pas la télé. On dit Tranks, oui, par contre pour le coup ils regardent que les signalements. Donc on avait raison en fin de compte. Donc on avait raison en fin de compte. Et autre chose, sur YouTube ils n'agissent pas ils agissent, mais pas sur toutes les parties. Ils agissent sur les contenus qui peuvent inciter à la haine. Donc, s'il y a un signalement, ils ont le droit de demander des sanctions. Mais moi, je me posais la question surtout, tiens, c'est bien que tu dis ça, par rapport à la question de l'âge.
Parce que en fait, il y a des contenus qui sont sympas. Alors, on va dire, tu sais, les trucs qui ont vachement... D'ailleurs, ce sont ceux qui ont le plus de vues, tu sais, justement, comme Michou ou compagnie, tu vois. En fait, ils font des contenus qui sont dans la catégorie, on va dire, fun. Tu vois. Le truc, c'est que par contre, ça joue sur une attractivité au niveau de l'âge qui peut aller très bas. C'est-à-dire vraiment des enfants primaires. Là, je crois pas. Et tu vois, par contre, elle m'a parlé d'un nouveau contrôle. Par contre, elle m'a parlé d'un truc qu'on connaissait pas. C'est depuis novembre 2023, ça a été voté. Les lois dans l'Union européenne, les lois des pays, la législation des pays sur les plateformes digitales prévalent sur les lois des dites plateformes. D'accord. En gros, moi, mon histoire que j'avais eue avec Webedia sur Twitch quand j'avais dit le N-word, on s'était fait ban direct parce que sur Twitch, le N-word, c'est mort. Mais en France, ça ne serait pas forcément le cas. Non. Et ben du coup, maintenant, ça, depuis novembre 2023, je crois, c'est novembre. En tout cas, c'est depuis l'année dernière. Ils ont changé ce truc-là pour justement plus que les pays soient pris en otage par des lois qui ne sont pas de leur propre pays. C'est intéressant, ça, quand même. Hein. Donc c'est-à-dire que demain je refais tout, là je pourrais le dire. Non mais en gros, mais c'est cool de voir que ça a été fait parce que moi je lui ai dit, moi je comprends pas pourquoi on est pris en otage sur des lois et des règles qui nous concernent pas. Parce que toi, quand tu vas dire ça ici, ça n'a pas la même connotation et tout. Surtout que moi, je le disais en mode quinri et tout ça. Et sachant que s'il y a bien un droit que les Renois ont, c'est de pouvoir dire ça. Aux États-Unis, c'est un peu la règle. Bref. Donc voilà, ça c'était le petit brief Arcom. En tout cas, c'était très cool. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Et puis on aura l'occasion même de pouvoir redemander un autre rendez-vous si on a d'autres questions un peu plus précises. Un jour, une invitation, on fera. Ah bah oui, quand on fera les invités. Grave, non, c'est super intéressant. Mais j'avoue, au début, c'était tendu un peu la discussion. Hein. D'accord. Ah ouais, tu sens qu'elle a ses éléments de langage et tout. Ah oui, non, parce que Florian, il a dit, mais en gros, l'Arcom, ça sert à rien sur certains trucs. Et là, il a... Alors, pas du tout. Non, mais je l'entends souvent. Non, mais je vais vous expliquer. Non, c'est pas ça. Non, pas du tout. Tu vois, en fait, elle a les mêmes... Parce qu'en fait, à l'époque, cette personne-là, elle bossait dans le cabinet de Cazeneuve. Elle était en relation presse, tu vois. D'accord, ok. Et donc, tu sens qu'elle maîtrise les éléments de langage. Ouais. Et tu vois que, tu sais, quand tu parles et que la personne, elle est en train de dire... Non. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Et tu sais, le truc, il faut le seum là quand tu regardes des débats. Elle maîtrisait trop bien la rhétorique. Franchement, elle était trop forte parce qu'on était à deux. Ah, c'est son métier. Et honnêtement, elle s'est pas laissé faire. C'est limite nous qui étions acculés en mode ah ouais, d'accord, elle maîtrise son sujet. Ah ouais, d'accord. Donc en tout cas, merci. C'était de bonne guerre. On a appris des choses. Et puis, j'espère que j'ai pas trahi ce que vous avez dit au niveau de la justesse et de la nature de tout ce que vous avez pu nous échanger. Si on aura un signal bon, voilà, c'est ça. Heureusement, sur nous, on peut mettre des marques, on est tranquille. Alors, petite news HMD, la petite news Hamdoulillah, celle qui fait plaisir. Quand on la lit, on se dit Hamdoulillah. Alors là, c'est Tim, un étudiant lillois de 21 ans, qui a développé Soli. Soli, c'est une carte de paiement gratuite pour les sans-abri. En gros, elle permet de faire des dons directement avec son téléphone, donc plus besoin d'avoir de la monnaie sur soi pour donner de l'argent. Donc, il a lancé là une campagne de financement participatif pour mener son projet à bout. L'Instagram, c'est Soli, S-O-2-L-Y, notez-le. Je le mettrai en description, mais si jamais j'ai oublié, dites-le moi, mais c'est Soli, S-O-2-L-Y. Et je trouve ça génial parce qu'en gros, c'est une carte de paiement où tu peux faire des virements directement dessus. Je sais pas comment ça se passe. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Avec une puce, tu sais, une NFC. Ouais, mais comment toi, tu choisis ce que tu veux donner à la carte? Il y a peut-être une appli, tu vois. Parce que toi, tu vas coller ton portable, mais il faut que tu rentres un montant, tu vois. Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais demander, en fait. Tout de suite, le côté pratique de... Ouais, non, mais... Parce que le Apple Pay, quoi, en gros, l'Apple Pay ou Samsung Pay, voilà. Peut-être qu'il y a un truc... Hein? Une app? Ah, si, bah oui, il y a une app, je suis con. Il y a une appli, bah ouais. Ah oui, donc c'est à partir de l'app, ok. Ah, bah en fait, je pense qu'il faut... Okay. Ouais, voilà. Ou alors, lui, il faut qu'il ait l'app et qu'il rentre, tiens, je veux 5 €, et toi, tu payes 5 € sur sa carte, tu vois. Oui, c'est ça. Oui, alors oui, donc du coup, il faudrait quand même que le sans-abri faut qu'il ait une app, faut qu'il ait le portable, faut qu'il ait un smartphone. Il y en a, faut pas croire. Oui, c'est vrai, je suis d'accord, c'est vrai. Mais voilà, mais... L'app, elle est connectée à ta banque, comme Bitstack. Ah, l'app est connectée à ta banque comme Bitstack. Ouais, je sais pas. On va s'en servir. Mais l'idée est top. Là, il n'y a plus d'excuses. J'ai pas d'espèce, mais il n'y a pas de problème. Pas de problème. J'ai la solution. Grave. Allez, les petites news à picorer avant d'attaquer le no comment. Alors, on commence. J'en ai retiré quelques-unes. Parce que là, je voulais rentrer dans le vif du sujet de ce qui s'est passé. Mais j'ai gardé comme ça. Il y a le Mediapart qui a fait une enquête. Les boîtes de nuit, l'aquarium et l'arc à Paris à pic.
des tarifs différents selon la couleur de peau. Tiens donc. L'entrée des personnes noires ou maghrébines peut coûter jusqu'à 10 fois plus cher que celle des personnes blanches. Eh ben, dis donc que c'est merveilleux. Mourad, il dit, c'est la première fois que j'entends une forme de racisme rentable. Ils ont rentabilisé leur haine des Noirs et des Arabes. Ça veut dire qu'on est plus acceptable à un certain niveau d'argent. En fait, ils se sont dit, on peut plus faire les gens qui recalons. Donc, on va trouver une autre façon de recaler propre. Ça veut dire, bah oui, tu prends une table à 500. J'ai vu la vidéo, il y a une vidéo qui circule. Ça a été fait avec SOS Racisme et une autre association qui testent, ils font du testing, voilà. C'est vieux, ça. Donc, en fait, ils ont fait ça avec des trios. À chaque fois, c'était 2 mecs, une meuf, tu vois. Et donc, trio de Renoir, trio de Babtou. Et c'est vrai que trio de Rebeu, et c'est vrai que il y en a, ils leur disent oui, vous êtes combien, vous avez réservé? Non, bon allez-y. Et d'autres, vous êtes combien, vous avez réservé? Ouais, bah c'est une table, c'est 500 €, hein, faut prendre, ou alors une bouteille, c'est 180, vous êtes obligé. Ouais, c'est que vous pouvez pas rentrer sans ça et tout. Et tu dis putain, c'est chaud qu'on en soit encore là. Ça, c'était les sketchs à l'ancienne des grands frères, ça, à l'époque années 80, qui disaient ouais, pour rentrer en boîte, je me faisais passer pour un Italien et tout, tu sais, les Tunisiens et tout ça, qui se gominaient les cheveux, machin, et qu'on en soit encore là, franchement. Ah ouais, c'est... Non, mais c'est triste, hein. Non, franchement. Il y a Anaël qui dit bienvenue dans notre vie. C'est la même chose pour tout, pour un logement, pour du taf, absolument. Moi, c'est surtout ça qui me. Je me souviens même. Des fois, ça avait même tendance à m'énerver déjà très longtemps. Hein. Le truc des testings, parce qu'ils ont mis du temps. Ils l'ont fait finalement, mais ils ont mis du temps à faire le truc sur l'emploi. Sur l'emploi et le logement. Tu sais, avec ce qu'on appelle les CV anonymes ou les CV inversés. Ouais. Tu vois, en gros, ton CV, tu le fais passer par quelqu'un qui est blanc, qui vit dans tel endroit, etc. Et tu vois, d'un coup, il passe. Et c'est là que c'est l'une des formes de discrimination les pires. C'est pour ça d'ailleurs, tu sais, quand t'as les fragiles qui viennent parler de racisme anti-blanc, tu leur dis, en fait, vous faites pitié parce que. Ouais, les gens ont du mal à comprendre ce que c'est et ils se sentent offusqués quand on dit que le racisme anti-blanc n'existe pas. Moi, j'aimerais juste apporter une précision. Il faut pas confondre racisme et discrimination. Exact. Déjà, parce qu'en fait, oui. Oui, déjà. Parce que je peux pas nier qu'il y ait des blancs qui aient reçu des insultes, genre espèce de sale blanc, machin, etc. Ça, c'est de la discrimination. Et scoop, il y a du racisme dans toute la planète, en fait. Ouais, sur toute la planète, ça n'a pas de souci. Vraiment, mais quand on dit que le racisme anti-blanc n'existe pas, c'est pas dans le sens il y a personne qui vous a insulté parce que vous êtes blanc. C'est dans le sens où le racisme, c'est quelque chose de systémique qui inclut qu'il y ait une domination d'une race vis-à-vis des autres. Et force est de constater que dans un monde qui a été façonné par majoritairement des blancs occidentaux, le système a été créé par rapport à ça. Comme par exemple, quand tu dis, tiens, je veux un pansement couleur chair, on va te donner un pansement rose parce que de base, c'était ça et c'est inconscient. Et donc, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas un État dans les pays occidentaux et puis même, même un peu partout, mais où en gros, être blanc, ça va jouer en ta défaveur pour avoir un accès au logement ou à un travail ou quelconque activité un bien ou un basique service, comme ça, bien service. Et c'est ça, en fait, quand on dit que ça n'existe pas, c'est parce que nous, on est dans un système où de base, ça avait été façonné par des blancs pour des blancs, et que du coup, quand t'arrivais et que t'étais noir ou que t'étais arabe, tu sentais que le système, il n'était pas avec toi. C'est juste ça, en fait. Hein. D'où ce truc de Rokhaya, parce que je sais que Rokhaya Diallo, on lui avait beaucoup tapé sur les doigts en disant, vous pouvez pas nier qu'il y ait pas que les blancs ne souffrent pas de racisme, etc. Mais en fait, voilà, parfois, faut pas s'énerver, faut se dire pédagogie, parce que je me permets de faire ça parce que moi-même, il y a quelques années, je comprenais pas encore, parce que pour moi, je pensais que quand on disait racisme anti-blanc n'existait pas, on niait qu'il y ait des blancs qui aient vécu une forme de discrimination. J'étais là, non, c'est pas. Et c'est quelqu'un qui a pris le temps de m'expliquer, qui me dit, non, en fait, on parle de racisme systémique. Oui, c'est ça. Et, c'est exactement ça. Et on dit juste que voilà, une société façonnée. Oui, parce que quand tu vois, regarde, justement, c'est parce que t'imagines la boucle que ça crée. C'est pour ça que c'est un vrai sujet. C'est que lorsque tu discrimines des gens à l'embauche sur la seule identification présumée raciale ou ethnique ou professionnelle, tu prives des gens d'un accès à un emploi, tu prives des gens d'un accès à un logement, et ensuite tu les précarises et tu les mets dans des situations désastreuses pour aller dans ce qu'on appelle l'extrémité. Et ensuite on est surpris que ces mêmes personnes se retrouvent dans des situations problématiques qui ensuite vont être pointées du doigt précisément par ce même racisme qui dit vous avez vu, ils sont au chômage, ils bossent pas, etc. C'est le fameux. Comment c'était quoi l'immigré de Schrödinger. Ouais, c'est ça. C'était génial ça. C'est ça. C'est une photo qu'on a vue même qui circulait. C'est vraiment une vanne pour les intellectuels scientifiques. il y a comment ça s'appelle ? On appelle ça comment le truc du chat Schrödinger, c'est une
La physique quantique. Ouais, mais c'est une théorie, la théorie de Schrödinger, on appelle ça comme la... Ouais, ou l'hypothèse, en fait. L'hypothèse de Schrödinger. Ouais, c'est ça. Qui dit que, c'est quoi, tu peux... C'est l'intrication quantique, c'est que... Oh oui, en fait, c'est une expérience de pensée, où on dit que si les calculs de la physique quantique sont exacts, ce qui est le cas, le chat de Schrödinger serait en fait un chat qui serait dans une boîte. Ouais. Pour le faire vite, parce que des trucs techniques. Voilà. Mais voilà, en gros, il y a un truc qui, si jamais on ouvre la boîte, ça va le tuer. De manière certaine, et tant qu'on n'ouvre pas la boîte, il est vivant. Et en gros, en fait, ton rapport au chat, il est lié à l'observation. Il faut que tu le vois, le chat. Donc, ce qui fait que il est à la fois vivant et mort. Tu vois, tant que tu n'as pas ouvert la boîte, un truc comme ça. Tu vois. C'est ça. Donc, c'est ça le chat de Schrödinger. Et donc, on avait vu une photo, un mème, c'était l'immigré de Schrödinger, c'était de dire que les immigrés viennent dans notre pays pour voler notre travail. Et juste en dessous, il y a une photo d'un pictogramme en train de boire de l'alcool qui dit les immigrés, ils aiment pas travailler. C'est des glandeurs. Et ils aiment pas travailler. Et donc, du coup, c'est vraiment le même cas. C'est vraiment ça. C'est vraiment, tu peux pas souffler le chaud et le froid comme ça sur un. C'est tout le problème des discours extrémistes. Et on va en parler tout à l'heure dans le sujet principal. Comme là, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale suite au 31% du RN à l'élection européenne. Il y a un professeur qui a réprimandé une élève pour avoir apporté une bouteille d'eau en classe. C'était une bouteille d'eau, d'une source d'eau algérienne de la marque Guedila. Et il a considéré qu'apporter en classe cette bouteille sur laquelle la marque était écrite en arabe était inapproprié. Et après une discussion avec les parents, il a fini par présenter ses excuses, reconnaissant son erreur. Donc en fait, tout est bien qui finit bien parce qu'ils ont pu discuter, mais vous vous rendez compte du matrixage dans lequel on est en France. On est dans un pays où on a tellement, grâce aux médias, à cause des médias, on vous félicite pas, on a tellement matrixé les gens à essentialiser les musulmans et surtout à faire sciemment un effacement des frontières et des limites sans préciser que quand on parle d'islam, d'islamistes, de musulmans, d'arabes, on a tout mélangé. L'écriture arabe, c'est le Coran, c'est machin. Donc ça veut dire les djihadistes, ils écrivent en arabe et machin. En fait, on a tout mélangé, ce qui fait qu'en gros, on arrive à un niveau en France où quand on voit un truc écrit en arabe, on flippe. Oui. Mais c'est scandaleux. Et ça, c'est les médias. Ne vous y trompez pas, c'est uniquement les médias. Je reprends ce tweet lunaire que j'ai vu, qui a même été partagé par un journaliste de Libération. Je crois, tu sais, le tweet avec Louis Boyard et derrière quelqu'un qui était... en gros, t'as Louis Boyard et derrière qui est pris en photo et derrière t'as quelqu'un qui est assimilé à une personne d'origine maghrébine et qui a une longue barbe. Okay. Et Louis Boyard est là en train de festoyer sur la photo et derrière t'as cette personne d'origine maghrébine assimilée musulmane. Je précise parce que ça se trouve il est ni l'un ni l'autre, ça se trouve il est pas du tout maghrébin, ça se trouve il est pas du tout musulman, mais il pourrait représenter ça. Et il regarde l'objectif, lui, pendant que Louis Boyard festoie, il regarde l'objectif et il a un regard genre comme ça, tu vois, suspicieux. Ouais. Goldnadel, tout ça, ils ont tous partagé en disant ben voilà, regardez qui se cache derrière la France insoumise, les islamistes et tout. Et moi, tu sais, je mettais en commentaire, sous le truc de Goldnadel, je dis mais est-ce que quelqu'un sait qui c'est cet homme? Parce que déjà, je lis tout le monde. Eh ben oui, la France insoumise qui s'acoquine avec les islamistes, on le savait depuis le début, ils sont pro-Hamas, ils sont machin, et j'étais là en train de dire oui, je veux bien vous croire, mais qui est cet homme avant d'en tirer des conclusions? Et il y a quelqu'un, je crois que c'est de Libération, et c'est scandaleux, parce que c'est un journaliste qui a fait ça, qui a mis une photo où la même photo, il a remplacé la tête de Louis Boyard avec Porcinet, hein, et derrière, le mec en question, il l'a remplacé par Jafar. Et tu dis, et Goldnadel qui a mis, tout est dit dans la photo, pas besoin de plus. Mais nique ta race, toi. Franchement, non, mais d'où tu peux commencer à tirer des conclusions? C'est qui le mec? Avant que tu commences à parler, c'est qui? Et puis en fait, tu sais, il a le droit d'être là, ça se trouve, c'est un taré, hein. Mais. Ouais. Comment dire, d'un point de vue journalistique, comment tu fais le lien? D'où il y a le lien, en fait, avec Boyard, etc. Une gueule de métèque, et puis et tu as même le lien avec Boyard, en fait, en gros, non, mais ça peut être un gars chelou. Non, mais ça, oui. Il n'a rien à voir avec lui. Ouais. Je crois que c'est dans un espace public. Enfin, tu sais, c'est quand même bizarre, ce type de chasse aux sorcières, quand même. Hein. Non, mais... Ah ouais, hein, c'est bien malsain. Hein. Bien malsain. Hein. Les médias, la sphère médiatique, elle passe son temps à discréditer tout ce qui touche de près ou loin à LFI parce que c'est les seuls à prendre des positions pro-palestiniennes et ça les fait chier. Donc ils se disent, tiens, ici on ne les faisait pas pour des islamistes et des antisémites. Ouais. Ils ont retrouvé que ça.
Et donc, on se disait, Mourad disait, à force de diffuser des fausses informations dans les médias, ça induit des comportements absurdes et racistes comme celui-là. Mais, parce que, imaginons que c'était écrit en anglais ou en japonais ou en chinois en vrai. Ça aurait été un signe de quoi? Mais ça fait longtemps. Hein. C'est-à-dire que, objectivement, depuis 2001, et ça l'est encore plus de manière un peu plus lointaine, il y a un excellent livre là-dessus qui montre en fait le rapport. Donc c'est très vicieux évidemment. Hein, le rapport à l'alimentation des préjugés racistes par en fait une vaste campagne en réalité de disqualification et de stigmatisation en fait tu sais vaguement d'un monde vague qu'on appellerait le monde arabe ou le monde musulman, qu'on montre de manière criminogène et tout. Tu vois, les gens ne savent pas trop si c'est précis. Agraba, quoi. Oui, c'est ça. En fait, c'est la fin de la guerre froide. Pour le dire très clairement, fin de la guerre froide. Le méchant, c'est plus le soviétique, c'est plus le rouge, c'est plus le coco, c'est plus le syndicaliste, etc. L'ennemi va devenir progressivement, en fait, on l'appelle aujourd'hui le Sud global, etc. L'arabe. En fait, c'est l'arabe et le musulman ou l'islamiste, ou les deux, ou tout à la fois, parce que de toute façon, on s'en fout un petit peu, est un très très bon livre de Thomas Deltombe, journaliste qui s'appelle L'Islam imaginaire, où en fait, il fait toute une étude de 75 à 2005 sur le traitement médiatique. Ouais, c'est un livre fondamental. C'est impressionnant. C'est simple. Lui, il se casse pas la tête. Hein. C'est pas un livre d'opinion. Factuel. Une de tel journal, une de tel. Et puis c'est pas tel. Il les fait tous. Hein. Il a tout traité. Les unes des magazines, les unes des revues, les unes des journaux, les unes des JT, etc. Sur 30 ans. C'est monumental, hein, le travail qu'il a fait, vraiment monumental. Et là, franchement, même chacun d'entre nous qui avons vécu ces périodes, tu dis j'avais pas vu que c'était à ce point-là quand même. J'ai dû être un petit peu... Et les gens qui osent me dire faut arrêter de croire qu'on parle tout le temps de l'islam, vous êtes obsédés, vous vous victimisez, etc. Ben, en fait, il y a des chiffres, c'est factuel. Tu vois, tu me parles de ce livre-là, et on a plein d'études sur le sujet. Et il y a même en plus, et ça c'est la tristesse, des universités étrangères qui commencent à étudier le sujet, qui font des rapports en disant putain, la France en islamophobie elle est plutôt dans le top 3. Hein. Tu vois, encore une fois, même moi jusqu'aujourd'hui, je t'avais dit que je suis toujours un peu mal à l'aise moi avec la notion d'islamophobie. C'est peut-être mon côté très intello machin, où j'aime pas trop ça parce que ça confond justement les choses. Je pense encore une fois que c'est une expression qui est malheureuse. On aurait dû trouver une meilleure expression. En l'occurrence, même sur la question en fait, d'un racisme anti-musulman, ou pour plus attirer l'attention sur les personnes, même si un peu dans la parce que là, du coup, ça fait une faille, tu vois. Les gars, ils disent non, je parle de la religion et pas des gens. C'est ça, exactement. J'ai le droit de critiquer la religion, et tu fais oui. Et il y en a qui disent que c'est les frères musulmans qui ont inventé cette expression pour justement créer de la victimisation. Oui, bon alors ça c'est bon, c'est la théorie du complot à l'envers. Donc non, en réalité, je me souviens qu'il y avait un bouquin, c'était qui avait essayé de gratter, ça c'est une affirmation de Forest. Hein. C'est une affirmation de Forest qui a balancé ça. Or en réalité, en fait, on l'a retrouvé. Il y avait un texte qui était fait par une revue, un truc comme ça, iranienne, il y a des années qui en avait parlé. Donc ce serait la première fois qu'on a utilisé ce terme-là. Et aussi, en France, c'est un militant, mais je ne sais plus d'ailleurs dans quelle structure. Mais en fait, c'est vraiment un concours de circonstances qui s'est fait là. C'est pour ça que techniquement, l'islamophobie, en tant que justement revendication de haine vis-à-vis des musulmans, elle a commencé à se cristalliser à partir de 2003. Ouais. Et bon, malheureusement, je le répète souvent, il y a ce côté... moi là je fais mon truc intello, hein, d'accord, c'est vraiment... Parce que moi, d'un point de vue rigoureux, je pense que c'est vraiment un problème d'utiliser ce mot-là. Voilà. Même si maintenant... Tu préconiserais quoi comme mot, toi ? Parce que moi, ça m'intéresserait de pouvoir proposer autre chose dans ce cas. Je pense que c'est... Racisme anti-musulman ? Ouais, parce que je pense que c'est déjà compliqué, mais je pense que c'est déjà compliqué. Je pense presque que c'est trop tard. Tu vois, j'ai l'impression. Ouais, c'est trop... Tu sais, c'est comme moi, j'aurais aimé qu'on n'utilise pas le mot antisémite. Oui, voilà. Qu'on dise racisme anti-juif. Oui. Parce qu'au final, moi, j'ai toujours été mal à l'aise, et depuis l'âge de 17 ans, je me pose des questions là-dessus. Hein, sur le fait qu'on oppose racisme et antisémitisme quand on parle de la LICRA, par exemple. Ligue de défense contre le racisme et l'antisémitisme. Et t'as envie de dire, pourquoi c'est la même logique. Hein. C'est la même logique. Normalement, pénalement, c'est réprimé pareil, c'est les mêmes sanctions, etc. Pourquoi là, Et c'est là que tu vois, c'est pour ça que comment s'est refait une santé, le RN, en disant mais nous on n'est pas antisémites. Bon, après ils disent aussi qu'ils sont pas racistes. Tu fais ils disent qu'ils sont sionistes depuis Day One. Elle est bonne celle-là. Elle est bonne celle-là. Mais donc tu vois, mais c'est vrai que
Moi, après, peut-être que philosophiquement, je suis quelqu'un qui est beaucoup plus partisan de la logique que, en fait, il y a la xénophobie et il y a le racisme de manière générale. Bourdieu, par exemple, Bourdieu le disait quand il y a eu des débats sur le foulard. Ouais. Tu vois, d'ailleurs, il parlait sur le foulard islamique. Lui-même il disait qu'on ne se trompe pas. Ce qu'on reproche et ce qu'on critique et ce vent debout qui se fait vis-à-vis des femmes qui portent ce foulard, ce n'est pas tant l'islam qui est le problème, c'est plutôt la figure de l'étranger qui vient avec ses mœurs qu'on n'aime pas et qu'on ne tolère pas, qui est mis à l'index. Et c'est ça qu'il faut déjouer, c'est ça sur quoi il faut se renseigner. Et je sais, ça fait très bourdieusien, parce que ça fait comme si on était très obsédé par Bourdieu, mais moi je pense qu'il avait vraiment raison là-dessus. Maintenant, l'état des lieux, c'est qu'aujourd'hui on utilise le terme islamophobie. Moi j'avoue, je continue souvent, peut-être parce que je suis un peu têtu, de dire que c'est pas le meilleur terme à utiliser. Et parce que, t'as vu, là où il y a une distinction, c'est que la xénophobie, si tu veux, la xénophobie, pour faire un peu large, c'est un peu une tendance très répandue dans l'humanité. C'est quoi ? C'est la peur de l'autre. La peur de l'autre. Hein, c'est la peur de l'autre. Enfin, la peur de l'autre et un peu le rejet de l'autre. Ouais. Parce que, en gros, en fonction, par exemple, plus tu te retrouves dans des peuples très insulaires, exemple Japon, plus tu vas avoir un peu de mal en fait avec les autres. Il y a pas de haine, hein. Tu vois, il peut y en avoir qui ont la haine, mais de manière globale, c'est juste que les mœurs, tu sens tout de suite que vous n'avez pas les mêmes, donc on va avoir déjà une sorte de situation de malaise. Tu vois, un peu de malaise. Ça, pour être très clair, mais dans vraiment tous les peuples humains, il y a de la xénophobie. Ouais. Tu vois, déjà, tu te retrouves dans un même pays, les gens du Nord qui ont du mal avec ceux du Sud, les gens des littoraux qui ont un problème avec les gens des montagnes, etc. Franchement, mais c'est un classique humain, mais de trop longtemps. Et ça, c'est très important de le dire et de le comprendre. Maintenant, de la xénophobie au racisme, c'est encore une autre étape. C'est quand tu vas commencer à poser soit une forme de hiérarchisation, soit une forme d'hostilité. D'oppression. Oui, après, et là, c'est arrivé à l'oppression. Là, c'est des phénomènes de domination, tu vois. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien je pense que c'est important de ramener ça sur du racisme et que concrètement, de toute façon, si on fait ça aujourd'hui aux musulmans, c'est pas tant spécifiquement parce qu'ils sont musulmans, parce que certains pensent ça, mais moi, je suis pas d'accord. Je pense que c'est spécifiquement parce qu'on considère que c'est des étrangers et qu'on veut les externaliser. Même si certains me diront, oui, mais moi, je suis français, mes parents sont français, et donc si on me discrimine, c'est sûrement parce que je suis musulman. Bah non, c'est parce justement, on veut t'assigner à une position étrangère. Il y a un très bon livre d'une consoeur qui s'appelle Musulman, une assignation, musulman point d'interrogation, une assignation qui est un très bon livre sur la question de ça veut dire quoi dire que quelqu'un est musulman et quand quelqu'un dit qu'il est musulman, surtout en France. Ça pourrait être le titre d'une vignette YouTube. Oui, non, mais tu vois, mais sociologiquement, parce que elle montre que justement c'est un problème, c'est qu'en gros tu peux avoir 3-4 personnes, les 4 peuvent dire qu'ils sont musulmanes, parce que c'est des personnes, et en fait ça veut pas dire la même chose pour les 4. Un c'est pour la religion. Le deuxième, ça serait pour la culture. En gros, il pratique pas, il croit pas. C'est ça. Le troisième, il s'est converti. Ouais. Donc du coup, il n'est pas d'origine musulmane. Ouais. Et le quatrième, il dit, moi je suis juste d'origine, mais moi je pratique rien, etc. Et je veux pas qu'on dise que je suis musulman. Mais il va être, par contre, reconnu, s'il s'appelle Mohamed, il va être reconnu comme musulman. Tu vois. Donc ça, c'est un exemple, mais il est très bien ce livre. Il remet le débat en perspective. Très vite, avant d'attaquer le no comment et le sujet du jour, il y a un ingénieur de chez Meta, donc le groupe qui détient Facebook, Instagram et WhatsApp, qui est chargé de... On a notre réalisatrice qui est en train de dormir. On aura peut-être des plans qui seront que sur l'un ou l'autre, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on remontera ça après. D'accord. Je suis. J'avoue, il y avait un départ. T'inquiète. Non, vous en êtes où là ? C'est Youpi Matin là. C'est quoi, c'est Youpi Matin ? Je t'assure. C'est dur. Les journées quand elles sont longues comme ça, c'est dur à la fin de journée. Un ingénieur de chez Meta qui est chargé d'examiner le fil des contenus Instagram liés aux guerres à Gaza et en Ukraine, qui découvre que les publications de Mota et Azeza, Montaz Azaïza, voilà, j'avais pas la prononciation, merci, qui est un journaliste, photoreporter palestinien, qui est resté à Gaza, qui était l'un des rares à montrer les... il est parti à temps. Ouais, il est parti à temps. Et en fait, l'ingénieur en question a découvert que les publications de Motaz étaient classées comme pornographiques. D'où leur retrait. Bon, au final, il a 15 millions de followers. Je suis content parce qu'il a eu la force qu'il méritait, parce que la communauté touchée par... toutes les communautés qui ont été touchées l'ont suivi. Et il a fait part de cette découverte et il a été viré par l'État. Donc là, il a porté plainte contre eux.
Et la raison, c'est qu'il aurait il aurait travaillé sur le compte d'un proche. Sa raison, c'est qu'on lui dit qu'il serait proche de Motaz. Ah ouais. Et parce qu'il faut savoir que cet ingénieur est américano-palestinien. D'accord. Sauf que lui, il n'a jamais mis les pieds en Palestine. Voilà. Il y en a plein, des américano-palestiniens. DJ Khaled. Il y en a plein d'autres. Et lui, il a jamais mis les pieds là-bas. Il est né aux États-Unis, etc. Et c'est juste que, en fait, on a fait du racisme. On a fait une assimilation de. T'es sûrement pro-palestinien. Vous connaissez, hein. Ouais. Donc, ça se voit que tu connais Motaz. Sauf qu'il connaît pas Motaz et qu'il est juste, voilà. Et c'est scandaleux, en vrai. Et donc, je suis content qu'il ait mis ça en lumière parce que c'est vrai que tout le monde avait dit, sur les stories, tu vois, il y en a plein qui balançaient leurs chiffres. Genre, ils tapaient des bêtes de chiffres sur leurs stories. Et puis, dès qu'ils commencent à mettre en soutien à Gaza, le chiffre qui tombe, tu dis, c'est pas normal. Et sur YouTube, je pense que c'est la même aussi. Je sais que Idriss Aberkan en parlait souvent. Dès qu'il attaquait le sujet de Gaza, c'est vu chuter. Et en fait, c'est un truc de ouf. J'ai même des potes, tu vois, je pense à ma pote Siam Bengoua. Pareil, elle disait qu'il y avait certains de ses contenus qui n'étaient pas poussés ou qui étaient shadowban. Mais ça, c'est scandaleux. Et je vous jure que si on arrive à le prouver, lui, il est ingénieur chez Meta, donc c'est cool. J'espère qu'il a gardé les données. Mais il faut que vous couliez, les gars. Il va falloir khalas, va falloir donner de l'oseille parce que ce que vous avez fait, c'est scandaleux. Vous avez choisi sciemment de prendre un parti plutôt qu'un autre. Mais ça, tu te souviens, on en avait un peu parlé déjà, même à plusieurs reprises, ça pose vraiment la question de médias libres et contenu libre, etc., par rapport à quand c'est détenu par des intérêts privés. Ouais. Parce qu'en fin de compte, il y aura forcément une situation où l'intérêt privé va être opposé au contenu qui va être proposé dans sa plateforme. C'est clair. Donc forcément, il va avoir du mal à la lâcher. Non, ça c'est un vrai problème. On passe au no comment. Le no comment, comme d'habitude, vous connaissez les bails. Je vais lire des infos. On n'a pas le droit de les commenter. Et cet été, vous aurez le droit au yes comment, où là, on va pouvoir se lâcher pour commenter toutes ces news. Allez, c'est parti. On commence avec l'imam Chalgoumi, qui a appelé à faire barrage. Comment dire, je dis l'imam Chalgoumi. Il a appelé à faire barrage à la France insoumise lors des élections européennes de 2024. La France aurait validé la somme de 2,7 millions d'euros pour faire venir Aya Nakamura et Céline Dion à la cérémonie des JO de Paris 2024. Sur CNews, Éric Zemmour a déclaré « Nous subissons aujourd'hui un antisémitisme venu de la culture arabo-musulmane qui est instruit dans le Coran et dans la culture arabo-musulmane depuis 1000 ans. Dans le monde arabe, on appelle souvent les juifs fils de chien. » Allez. Ça pouvait pas être un no comment, ça. Oh là là. Hâte de le comment. On passe tout de suite au thème du jour. À la base, ça devait être a-t-on besoin de l'Europe ? On voulait parler de ce qu'était l'Union européenne, des avantages, des inconvénients, etc. Parce que là, aujourd'hui, 9 juin, au moment où on tourne, c'était les élections européennes. Et le truc, c'est que là, avant de commencer le tournage de l'émission, Mourad nous dit normalement Macron va parler. Et donc, on a trouvé ça chelou. On s'est dit chelou. Bon, après, on s'est dit non, mais à mon avis, il va peut-être parler pour parler parce qu'il a le seum, parce que là, le RN a fait 31%. Et au final, Vlatipa, que oui, le RN a fait 31%. Bon, là, c'est les chiffres qu'on a. Oui, il faudrait voir le... Là, il est 22h15, c'est les chiffres qu'on a pour l'instant, mais c'est pas encore... ils vont être définitifs demain. Jordan Bardella arrive en tête dans 94% des communes. Punaise. Ça, c'est le ministère de l'Intérieur qui dit ça à 21h30. Et donc, ils ont beaucoup de sièges, une trentaine. LFI, ils en ont 8. Donc, Rima Hassan est dans le Parlement européen, c'est la petite victoire. La première franco-palestinienne à être au Parlement européen. Et là, Macron a fait une allocution. On s'est dit, tiens, chelou, qu'est-ce qu'il va dire ? Est-ce qu'il va parler pour parler parce qu'il a le seum que le RN soit plus haut que son parti ? Parce qu'il faut savoir qu'eux, ils ont fait 15%, je crois. Ouais, ou 14, je crois que c'est vraiment encore en dessous. 15 et ils ont réussi à 15 ? Parce qu'avec les calculs, on est encore à 15 ou 14 ? De toute façon, tu m'envoies ça si tu trouves des calculs. Oui, ça bouge encore un petit peu. Je sais que ça bouge forcément encore un peu. Et Vlatipa, que là, il vient d'annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale. Alors là, on était là, genre, oh ! Alors pourquoi on a fait oh ? Bon, déjà, j'avoue, on s'y attendait
Pas tout de suite. Pourquoi qu'est-ce que ça implique, la dissolution de l'Assemblée nationale? Donc, vous le savez, en France, dans notre système, on a un Parlement qui est composé de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et à l'Assemblée nationale, il y a des députés. Il y en a 577, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et ces députés-là, on vote pour eux lors des élections législatives. Et les élections législatives, normalement, ont lieu dans la foulée des élections présidentielles. Ce qui est pas top déjà à la base, mais oui. Ce qui est pas top, oui, parce que, alors on explique pourquoi c'est pas top. On trouve ça pas top pour la simple et bonne raison que quand tu votes en général pour un président ou une présidente, tu vas souvent voter pour son parti aux élections législatives. Du coup, tu te retrouves avec une assemblée qui est majoritairement de la couleur du président. Voilà. Donc ça, c'est pas cool au niveau de la démocratie. Mais là, ce qui est ouf, c'est qu'il annonce la dissolution de ces 577 députés. C'est-à-dire que ces 577 députés ne vont plus être députés. Oui. Et on va devoir, pour le moment, et on va devoir revoter. On va devoir voter le 30 juin. Donc là, c'est-à-dire... le premier tour 30 juin. Et le deuxième tour le 7 juillet. Et on va devoir voter pour recomposer les 577 députés. Sauf que, pourquoi c'est scandaleux de faire ça là comme ça? Déjà, vous vous rendez compte qu'ils ont 20 jours pour faire une pseudo-campagne. Hein, donc déjà, c'est chaud. Il va falloir se mobiliser, etc. Ça se trouve, même nous, on va se proposer. Si on voit qu'il y a des galères, hein, si on peut aider, on va aider. On est staffé, en plus, on a une équipe et tout. Donc, franchement, on serait pas trop gaulerie. On va être trop gaulerie. Sinon, nous quatre, on est à l'Assemblée et tout, qu'on va se taper des bars. Qu'on sera à la cantine, apparemment, elle a 3 €. Donc, et ça branche bien en plus. On aura notre permanence et tout, comme ça on pourra faire nos vidéos, on sera tranquille. Mais le souci, c'est quoi? C'est que le mec, quand je dis le mec, je parle de Manu Macron, de personne d'autre. Hein. Et donc, le mec, il décide de dissoudre l'Assemblée nationale. Sauf qu'il le fait juste après qu'on ait eu le RN qui arrive avec 33 ou 31% aux élections européennes. Donc potentiellement, il va niquer le pays parce que dans la foulée de ces élections européennes, si dans 21 jours on vote, il y a de fortes chances, s'il y a la même mobilisation, que le RN ait une majorité dans l'Assemblée nationale, une majorité de sièges, ce qui impliquerait qu'on aurait une cohabitation avec le parti de Macron et que donc... plus de Attal en Premier ministre. J'ai appris de certaines sources que de toute façon Macron ne supportait plus Attal parce que il veut prendre la seupla. Ouais, c'est ça. Et que Macron, nous, ça c'est la théorie qu'on a chez CKR via Dr H. On a la théorie que Macron n'a pas envie de lâcher son siège et qu'il serait bien chaud pour faire un 3e mandat, même si dans la Constitution c'était pas censé être possible. Sauf si on le destitue de son mandat. Voilà. Et qu'après, il se représente. Ou qu'il y ait, par exemple, une représentation, ce ne sera pas lui. Et en fait, parce que, effectivement, il y a un vide là. Là, je pense que les constitutionnalistes doivent être un petit peu en train d'éplucher. Parce qu'il y a 2 mandats consécutifs. Ça, c'est dans l'article, je l'ai même relu. Hein, c'est dans l'article, j'ai oublié, c'est le 6. Je crois que c'est le 6. Ouais, l'article 6 de la Constitution, qui a été révisé par la loi organique de 2008. Mmh. Et en gros... Parce que c'est vrai, hein, c'est la fameuse expression de Bonaparte. Une très bonne constitution doit être brève et obscure. Ah donc, ça donc, parce qu'en fait, c'est pour laisser de la marge de manœuvre. Mais donc, il y a vraiment cette problématique-là sur le fait que ces 2 mandats... Donc, il n'a pas le droit de faire un 3e mandat consécutif. Voilà. Ouais. Il n'a pas le droit de faire 3 mandats consécutifs. Ce qui signifie qu'il a le droit de faire 3 mandats en tout. Qu'il a le droit de faire 3 mandats tant que ce n'est pas consécutif. Ah. Tu vois? Oui. Enfin, c'est-à-dire qu'en gros, en mode même... Si c'est coupé et qu'il revient, il peut refaire 2. Ah bon? C'est que la loi, elle dit pas le droit de faire plus que 2 consécutifs. Tout est dans le consécutif. Ah, mais ils disent pas de faire plus de 2 mandats tout court. Voilà. Donc déjà, premièrement, s'il y a une interruption, ça, même des constitutionnalistes en avaient parlé, s'il y a une interruption, vacances de siège ou quoi que ce soit, peu importe, en fait, ils pourraient se retrouver à reprendre. Donc, du coup, on reprend le compteur à 0, selon l'article de la Constitution. Et maintenant, la question là, qui va créer une ébullition chez les profs de droit constit, c'est mais est-ce qu'une interruption de mandat ne vaut pas mandat plein consécutif? Tu vois, parce que tu vois, en gros, si la loi, elle dit pas le droit de 3 mandats consécutifs, ça veut dire qu'il faut que tu aies fait 2 mandats plein et entier. Mais s'il s'interrompt le 2e, c'est qu'il n'est pas plein et entier. Ouais. C'est pour ça que j'en suis sûr les constitutionnalistes, ils sont en train de gratter pour savoir. Parce que là, en gros, si jamais aux législatives le RN passe en force,
ça veut dire que on aurait une première ministre qui serait Marine Le Pen, potentiellement. Par exemple, ouais, tout à fait. Et que là, il serait suffisamment en force pour pouvoir faire une dissolution, une motion de censure du gouvernement, c'est ça ? Non, ou de destituer le président, ouais. C'est ça ? C'est ça. En fait, c'est parce qu'il y a 9,5 pour LFI, là, pour l'instant. C'est plus haut que ce qu'on pensait. 14 pour le PS, 14,7 pour Renaissance, tu vois, elle était pas... Et toujours 31,5 pour le RN, ils sont loin devant. Et et tu vois, mais tu vois, sur le truc constitutionnaliste, c'est un élément important. Hein, c'est que parce que en vrai, c'est ça le truc. C'est un truc que j'ai toujours aimé avec le droit, c'est la question de l'herméneutique, ce qu'on appelle l'interprétation. Tu vois, parce que les gens pensent que les règles, c'est les règles. Non, les règles, elles sont faites pour être interprétées et les règles sont toujours interprétées. Comme on dit, c'est tellement vrai qu'il y a un peu une exception, c'est le code pénal. Tous les pénalistes le savent. Le code pénal, le droit pénal est d'interprétation stricte. D'accord. Et pourquoi on dit ça ? C'est tellement vrai que pour le reste, non, on ouvre. C'est très ouvert l'interprétation. D'accord. Donc t'imagines, en gros, la phrase pas plus de 2 mandats consécutifs, en fait, il faudrait qu'il ait fait les 2 mandats. Donc si jamais, là, son deuxième, il n'est pas allé au bout, du coup, t'as pas fait 2 mandats. T'as fait 1,5. Ouais, donc tu peux encore enquiller. C'est ouf, hein. Ouais, tu vois. Ouf. Et ça, ce serait possible, oui, effectivement, comme t'as dit, parce que l'idée, c'est que la cohabitation, théoriquement, elle fonctionne. On l'a vu effectivement avec Chirac et Jospin. Mais il peut y avoir une situation où ça se grippe complètement. Où en fait, par exemple, le président met des bâtons dans les roues au gouvernement. Tu vois ? Oui, parce que franchement, déjà, revenons sur la question sur l'événement, là, parce que moi, j'ai directement sur l'analyse, mais non, sur l'événement, qu'on soit très clair, mais tu l'as dit, littéralement, cette décision de Macron, il n'en est pas sa première bévue, est une courte échelle au Rassemblement national. Ça ne fait aucun doute, parce qu'il y a un principe, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a un principe de continuité. Les gens vont voter dans la continuation du scrutin européen. Même si tout le monde dira « oui, mais ça n'a rien à voir. Oui, mais c'est pas le même. » Oui, mais concrètement, c'est ça. C'est qu'en fait, on va être dans une sorte de continuation. C'est d'ailleurs en plus, d'autant plus vrai que le délai est très court, extrêmement court. Donc là, clairement, en gros, le gars, il te dit, il est fort quand même, hein, il te dit... C'est très préoccupant. Dans toute l'Europe, l'extrême droite est en train de marcher, est en train d'avancer, etc. Elle est en marche, visiblement. T'as l'air à l'aise. Tu vois ? Donc, ils sont en train de grimper. Et là, tu dis, alors j'ai pris une décision, je vais leur donner l'Assemblée. Et j'ai pris une décision, ils vont former le gouvernement. Parce que c'est ça qu'il fait quand il dit qu'il va faire une... Ouais. Parce qu'il le sait que son parti est éclaté au sol comme il l'a toujours été depuis le départ. Et que de toute manière, vraiment, mais il y a très peu de Français qui ne les détestent pas. Et qu'à ce niveau-là, dans cet élan-là, il est vraiment en train de leur donner cette opportunité. Bon, je sais déjà qu'il y a des analystes qui sont déjà en train de dire oui, ils veulent pousser à la responsabilité le Front National et tout. Tu dis ouais, mais enfin non. Ouais, mais non, bien, en fait, on n'a pas besoin de le pousser à la responsabilité. Moi, les expériences de pensée, ça suffit, les amis. Mais tu te rends compte que il a 31,5% pour le RN, alors que Bardella a été nul à chier dans tous les débats. T'as pas besoin d'utiliser le passé, hein. Bardella est nul à chier dans tous les débats. Mais qu'est-ce qui vous a pris de voter pour un mec comme ça ? C'est que vraiment, soit vous regardez pas la télé, soit vous regardez pas les émissions de débat, etc. Ou c'est plutôt vous regardez trop la télé. Ou alors vous regardez trop la télé et vous trouvez que c'était bien. Faut lire ça. C'est quoi ? Influence et persuasion de Robert Cialdini. Il y a aussi ça, on peut le prendre, voilà, parce que c'est... En plus, j'avais pas encore l'information pour la dissolution, quand je les ai ramenés. Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Vous avez là, en fait, les 2 principaux livres les plus importants de la psychologie sociale, parce que après, ça sera plutôt scientifique. Il faut aller dans le traité de psychologie sociale, qui est génial, mais bon, c'est un gros bouquin de 800 pages, au Debec, c'est vraiment pour les universitaires et les masters, mais qui est monumental. En fait, là, en réalité, mais c'est effrayant. Je t'assure que c'est effrayant. Tu lis, tu vois le chapitre, tu fais « Ah oui ! Ah d'accord, c'est ce qu'ils ont fait. Ah donc c'est comme ça. » Donc Bardella, il a utilisé quoi ? Même pas, en fait c'est là que c'est pire. C'est que le système médiatique a fait ça. C'est ça le truc. En gros, c'est même pas de son ressort. C'est le système médiatique. Le système médiatique a fait que, concrètement, on a rendu acceptable un vote massif en faveur du Front National. Moi, j'ai pas envie de l'appeler Rassemblement National, parce que, voilà, flemme. Et concrètement, et c'est comme ça qu'on les fait se relever progressivement en faisant un phénomène... le truc des sondages, tu te souviens la petite vidéo que je t'ai envoyée ? Ouais. Sur le truc de... Génial. Ah oui, sur le truc des... Génial. Comment dire... Parce que certains, on pourrait penser, j'avoue, pour vraiment penser que ça a l'air d'être pas mal truqué, machin, tout ce qui se passe. Mais
la réalité, c'est quoi? C'est qu'il y a des techniques, et la psychologie sociale le démontre allègrement, il y a vraiment des techniques pour faire en sorte que, même si je ne vais pas tricher sur ta réponse, mais je vais m'assurer que tu vas répondre d'une certaine manière à ma question. Ouais, bien sûr. C'est qu'en fait, je vais produire des questions qui vont orienter tes réponses. Et les sondages, c'est carrément une fabrique à ça. Mais ça, franchement, les sondages, honnêtement, c'est un poison. Pour moi, et j'en parlais du coup la dernière fois avec mon pote Florian. T'as vu le résultat? Ouais. Non, mais il n'y a plus besoin de voter, en fait. Bah, c'est ça. En fait, pour moi, les sondages, on devrait les interdire. Ouais. En amont des élections, mais genre pas la veille. Ouais, 2 mois. Genre 2 mois avant les élections, il n'y a plus de sondage pour la simple et bonne raison que les gens votent uniquement par rapport au sondage. Soyons démocrates, aller dans la rue et... Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Parce qu'après, on te dit, oui, non, mais si, regarde, il n'a que 4%, si tu votes pour lui, tu vas pas faire barrage à machin, tu vas laisser passer l'autre. Donc tu peux jamais voter pour qui tu veux. 2 mois avant, on ne fait plus les sondages. Vous vous rendez compte qu'on en parlait aussi avec la nana de l'Arcom. Le temps de parole, il est accordé aux politiques selon leurs sondages. Bah non. Mais ça, c'est pas normal. Ce qui fait qu'on se retrouve avec. C'est pas démocratique. Hein. Mais c'est pas démocratique du tout. Ce qui fait que tu te retrouves avec un Bardella qui, parce qu'il était en tête des sondages, va être plus invité à la télé. Bravo. C'est super ta démocratie de merde. Prophétie autoréalisatrice totale, mais c'est-à-dire que c'est la définition de situation, comme disait Thomas. C'est qu'en fait, il suffit que tout le monde prenne une situation comme étant réelle, qu'il la croit comme réelle, pour qu'elle le soit. En gros, c'est exactement ça. Là, on a assisté depuis 2 ans à ça. On te montre que c'est réel, qu'ils peuvent gagner. Donc ils gagnent. Bah, c'est ça. C'est facile, hein. C'est exactement ça. Or, effectivement, tu l'as très bien dit, Bardella, c'est du vent, c'est du vide total. Vraiment. En plus d'être juste un gars vraiment débile, le truc concrètement, on est dans un parti qui est gouverné par le vide, mais de toute façon, c'est la continuation, on l'a dit. Le parti d'en face, entre guillemets, Renaissance, il n'a de renaissance que du vide, en fait. C'est faire renaître le vide du vide. C'est quand même impressionnant. Donc, concrètement, ce qui se passe, c'est ça. C'est que le nihilisme macronien alimente le nihilisme lepéniste, qui, au final, en fait, s'alimentent mutuellement. Donc, tu remarqueras, et il faut dire la vérité, tout ce qui a de la consistance, en fait, vous pouvez littéralement faire ce qu'on appelle une courbe opposée dans les élections. Tout ce qui est très consistant, qui a même parfois de l'idéologie, même si on peut pas être d'accord, ont des très petits scores. Et plus on tend vers le vide, c'est-à-dire c'est de l'inconsistance. L'Europe, c'est bien. L'Europe, c'est la paix. L'Europe, c'est pas la guerre. Pour le coup, voilà. c'est par l'inverse. Exemple, oui, non mais le RN, c'est nous, on est ni pour ni contre, bien au contraire. L'Europe, on aime bien, mais finalement, on n'aime pas trop. Et puis, en fait, nous, c'est plutôt par rapport à l'immigration, mais finalement, c'est peut-être un peu utile. Mais tu sais, à la fin, tu dis, en fait, vous dites de la merde. Non, vous êtes dans un vide sidéral. Leur programme économique, c'est du vent absolu. Leur programme sociétal, c'est simple, ils en ont pas, à part dire, c'est pas, les cantines, on va faire un truc sur les cantines. Mais parce que c'est là et là, tu as l'accumulation d'incompétences qui est là, et surtout, il y a un effet qui est terrible d'un point de vue, encore une fois, psychosocial. Ça donne un effet. Ça donne une sorte de communication. Justement, j'en ai parlé la dernière fois, l'excellent livre sur la psychologie politique et sur la question même des crises de la violence politique le montre très très bien. Il y a un site, si vous êtes vraiment courageux, allez-y, parce que c'est un truc un peu chercheur, mais en fait il est vachement accessible. C'est les cahiers de psychologie politique. D'accord. C'est une petite niche, c'est pas très connu comme on dit, mais il y a d'excellentes interviews, vraiment d'excellentes interviews. Je vous assure, il n'y a pas plus précieux dans une société qui veut rester libre et démocratique que les psychologues sociaux, et un peu les sociologues aussi, mais que les psychologues sociaux. Vraiment, les psychologues sociaux sont ceux qui vous donnent des informations extrêmement précieuses sur les mécanismes de manipulation, de propagande, de détournement, de diversion, de comment, en fait, on a des procédés qui vont être vicieux progressivement pour vous amener à quelque chose d'horrible. Parce que, par exemple, dans le livre Crise et violence politique, il te montre, par exemple, comment justement le génocide en Allemagne a pu avoir lieu. Enfin, en Allemagne, d'ailleurs, en Pologne, etc., le génocide par les nazis. Tu sais, déjà, ça a quand même commencé. Ça a commencé par 30 000 handicapés mentaux euthanasiés. Hein. Ouais. Tu sais que justement, l'euthanasie, c'est là-bas que ça s'est fait massivement. Hein, pendant 39-45, tu vois, pendant la guerre. Hein. Et c'était affreux. Sale. Ah non, c'est vraiment affreux. Et ce que disent très bien les psychologues politiques, ils te disent... Pourquoi ? Parce que, et même les historiens contemporains le disent la même chose, tu vois, quand tous les chercheurs convergent, c'est qu'il y a quelque chose. Ouais. Ils te disent, on est vraiment dans cette crise effrayante de la modernité qui finit par considérer l'humain comme du superflu. Tu vois, l'humain est un chiffre. C'est juste un chiffre. C'est une variable d'ajustement. On l'a vu avec Gaza. Mais évidemment.
Non, mais vraiment. C'est-à-dire que c'est pour ça que nous, on l'a déshumanise. Et nous, on l'a dit depuis le début. Quand on a vu les pseudo-larmes sur l'Ukraine, on a fait ah ouais, mais vraiment. C'est vrai, ça vous émeut vraiment parce que moi, oui, hein, moi ça va, j'ai pas de problème avec ça. Hein, j'ai une âme depuis longtemps. Hein. Ouais. Mais du coup, vous êtes choqués, vous êtes complètement choqués. Vous avez fait une mobilisation internationale, mais une mobilisation internationale armée, pour qu'on soit clair, 2000 civils morts en Ukraine. Ouais. Vas-y, on est à combien à Gaza ? Juste comme ça, là, juste à vue de nez. Comme ça, là, grosso merdo. C'est que ça donne quoi ? Donc c'est là que tu vois que, en fait, variable d'ajustement. C'est-à-dire qu'en réalité, fondamentalement, les victimes ukrainiennes n'ont pas plus de valeur que les victimes palestiniennes. Les deux n'ont aucune valeur. Elles ne servent que des intérêts liés à d'autres considérations. Tu vois, en fait, c'est ça. Sûr, ouais. Je sais que certains pourraient être tentés de dire oui, parce qu'ils sont plus blancs, etc. Mais c'est pire que ça. En fait, c'est juste des calculs, c'est du mathématique. Tu vois, c'est de la monnaie. C'est quoi ta monnaie, en fait ? T'es en rouble ? Ou t'es en dinars ? Ou t'es en dollars ? C'est tout. Moi, je m'en fous, en fin de compte. Je veux voir quel caillasse va rentrer dans mon système. Cette vision qui est en fait Nietzsche en avait pas mal parlé, tout ça, sur le surhomme, etc., où ça part vraiment en vrille. Où à un moment donné, beaucoup de gens ont mal interprété ou mal lu ou mal compris Nietzsche. Faut dire la vérité, c'est pas facile. Il s'est pas rendu super facile non plus. Hein. C'est pas Nietzsche. Il y a un très bon livre là, Ecce Homo. Il est vraiment pas mal sur cette question même de la morale, parce que justement, lui, en fait, il est le témoin de son temps. Où il dit, je le fais vraiment rapide. Hein, c'est en train de partir en vrille là, les gens. Hein. Vous arrivez plus à avoir un cadrage qui a l'air logique et vous partez dans des délires qui vous n'assumez même plus en fait. C'est bizarre votre truc. Je le fais vraiment résumer rapide, hein, d'accord. Mais parce que c'est dense quand même Nietzsche. Mais la pensée allemande. Et là, en fait, on le voit bien. C'est pour ça que c'est pas que des éléments de langage, c'est pas du point Goodwin ou quoi que ce soit. Quand on parle du nazisme qui se prolonge avec encore une fois, l'excellente interview que je recommande vraiment à tout le monde de Johann Chapoutot. Ah ouais, elle est précieuse parce que je sais que c'est pas facile à lire. Enfin, pourtant, il écrit très bien, hein, Chapoutot. Hein. Libre d'obéir est très, 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 très bien. Hitler, qu'il coécrit avec un autre historien, est excellent. Et puis pareil, je crois qu'il fait l'histoire du nazisme. C'est histoire du nazisme. En plus, il est pas très vieux, Chapoutot. Ah non, pas du tout. Il est prof à la Sorbonne, histoire contemporaine. C'est un monstre, vraiment. Il est génialissime. Attends, juste avant de continuer, Mourad, parce que j'essaie de vérifier en même temps. On est d'accord que alors je sais plus dans quelle mesure, mais il y a le temps de parole des politiques qui est calculé par rapport au sondage aussi. J'essaie de retrouver ça. Je veux bien que tu vérifies, pour pas que je vous dise de conneries. Bah oui. Oui. Parce que j'aimerais bien le mettre en réel, ce passage. Ouais. Donc j'ai pas envie de me faire tacler bêtement. Oui, ça c'est clair. Parce que je sais plus où je l'avais entendu, si c'était dans ma discussion avec l'Arcom, ou si c'était sur un article, mais je pense pas que ce soit difficile à trouver si jamais c'est le cas. Mais en gros, de toute façon, ça, en fait, oui. De toute façon, ils donnent la parole. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Parce que de toute façon, soit ils le font sur les sondages, comme tu l'as très justement dit, je pense. Ouais. Soit sur les élections présidentes. Mais même, c'est bizarre. Non, mais même là, regarde, parce que quand ils choisissent de faire un débat, Attal, Bardella, donc c'est clairement, ils ont pas fait Attal parti animaliste. Mais oui. Bah non. Hein, ça serait drôle ça. Ouais. Ça pourrait donner des surprises, hein. Et donc ouais, carrément, putain, mais quand je repense à Bardella, comment il s'est fait punchiner en plus quand il croit faire le malin à dire à Bellamy, bah justement, vous dites que vous avez pas voté, mais là je vois que pour la Commission européenne, vous dites que il y a écrit que vous avez voté, machin. Il lui dit non mais attendez, en fait le vote dont vous parlez, c'était un vote anonyme, donc en fait vous avez pas de listing des gens qui ont voté. Et là, le mec qui se sent con, Emmanuel Aubry, qui dit non mais laissez-le, il vient pas souvent à l'Assemblée, donc au Parlement, donc il sait pas de quoi il parle. Non mais mais regarde, tu vois justement. Franchement, vous allez sur Glupatate, GLU et patate, sur TikTok et sur Instagram, vous allez voir les pépites de Bardella. C'est un compte très LFI, mais du coup ils font des montages magnifiques. Mais tu vois, d'ailleurs moi c'est ça que j'aime bien, parce que je sais qu'après il y a des gros malins qui vont dire oui mais c'est des montages et tout, mais c'est même pas ça le problème. Ce qui est super intéressant et grave en même temps avec ce qui s'est passé, c'est que justement, tu vois, même quand on parlait de propagande avec même Netanyahou, le fait d'avoir organisé ce débat à 2 balles, parfaitement inutile dans l'absolu, mais pas inutile d'un point de vue cynique politique, entre Attal et Bardella, c'est une construction du charisme politique. Tu vois, c'est une manière de légitimer un état de fait. C'est de dire Bardella, c'est niveau Attal. Voilà. C'est bon, ils ont gagné. En fait, on nous fait la préélection. Ouais, mais on pourrait pas porter plainte contre les médias pour justement
à un manquement. Pour propagande. Ouais, pour propagande, parce que j'étais en train de penser à ça là en arrivant. Je me suis dit, mais est-ce qu'il y a un moment où si on réunit pas tous les faits qui nous montrent qu'ils mettent tout le temps des personnes en avant plus que d'autres, on part du principe que c'est pas qu'ils nous poussent à, et que du coup ils ont une responsabilité. Bon, déjà, je crois que malheureusement il n'y a aucune loi contre ça, d'une, et de deux, ça va être difficile de matérialiser les faits. C'est dans le sens où, tu vois, en gros, il faut intentionnalité. Ouais, non, en fait, c'est ça. Tu vois, on va se retrouver dans une grosse galère. Non, par contre, la vérité, c'est ça, c'est que de toutes les manières, qu'on soit clair, parce que ça aussi, les médias, s'ils ne prennent pas leurs responsabilités, en fait, ils ne peuvent pas les prendre, on l'a déjà dit, tu te souviens, par rapport au fait que, ils appartiennent à des grands groupes, etc. Ouais, mais le point de départ, il est là, en fait. La fabrication du consentement, elle passe par là. Et le problème, moi je pense, parce que je te jure que si demain, on porte plainte et qu'on gagne contre tous les médias qui ont fait un manquement professionnel par rapport à la façon dont ils traitaient l'info, etc., et qu'on monte par A plus B, parce qu'en fait, j'avais vu une vidéo, je sais pas si c'est Acrimed ou si c'est Blast, qui parlait du fait que même quand Bardella n'était pas sur un plateau, les questions qu'on posait aux autres candidats, c'était par rapport à Bardella. Bardella a dit que machin, vous en pensez quoi? Mais c'est Bardella a dit qu'est-ce que vous avez à dire? Et tu te dis en fait vous avez fait une campagne pour lui, hein. Voilà, c'est ça. Et je me dis à quel moment on peut se retourner en montant les preuves, parce que je me dis demain, imaginons tous ces médias là, tu leur dis vous allez payer une amende de 10% de votre chiffre d'affaires, ou de 10 ou de 15, un truc bien fat. Je te jure que ils recommencent plus deux fois la même erreur, faut les taper au portefeuille pour vraiment qu'ils comprennent, tu vois. Alors ça, ouais, t'as raison. Et en plus tu redistribues l'argent à tout le monde. Celle que tu as rencontrée à l'Arcom, elle a dit un truc quand même qui est pas faux, qui est intéressant, c'est que c'est vrai qu'il y a une grande pression à faire, mais regarde, on va se retrouver toujours dans le diable qui se mord la queue. Ouais. Il y a une vraie pression sur la question. Sur les députés, parce que sur la question de la loi. Ouais. C'est qu'en définitive, en fait, tout ça, c'est comment dire, parce que là, on le voit littéralement, le système médiatique a mis en avant. Là, le résultat, il est conforme au système médiatique. Ouais. C'est quand même un sacré problème. Et il faut dire la vérité, mais on n'a pas vu un seul média être à contre-courant. Rien que ça, c'est déjà c'est curieux. C'est dingue. Bah oui. Tu te dis, t'es obligé d'aller sur les réseaux. Alors qu'on sait pourquoi ils sont pas à contre-courant. Mais à contre-courant, c'est l'idée. Allez, vas-y, rien à foutre. Moi, je vais faire que des débats parti animaliste, lutte ouvrière, machin. Vas-y. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire? Et ils font ça, mais ça aurait un immense impact. C'est ça qui est dingue. C'est que tu comprends, en fait, la question du pouvoir médiatique. Et encore une fois, Chomsky-Hermann parle de fabrication du consentement. Bah alors là, je veux dire, là, c'est la fabrication du vote, en fait. Hein. Ouais, c'est là, clair. Ça doit inquiéter les gens. Hein, que le résultat soit exactement comme les sondages. Hein. Mais ouais. C'est très inquiétant. Et moi, je pense qu'il va falloir faire quelque chose et sur cette histoire de sondage et sur cette histoire de manipulation médiatique, parce que c'en est une. Mais quitte à je sais pas, à se retourner vers la Commission européenne ou j'en sais rien. Et pour conclure, j'aimerais bien que tu nous dises, qu'on discute de ça pour conclure là-dessus, parce que c'est tout frais à la dissolution. Ouais, je sais pas si ils disent des trucs là, Mourad, depuis tout à l'heure, il y a pas de rumeur de trucs. Zarba, tu sais, on est sur le pied de guerre, il y a pas de Mourad, sur les écrans, personne. Ouais, voilà. Mon correspondant, non. Pour conclure là-dessus, parce que justement, j'ai pas envie qu'on fasse comme les toutologues à surcommenter quand on n'a pas de fait. Moi, ce que j'aimerais avoir, c'est ton hypothèse, ta théorie. Et d'ailleurs, donnez-nous vos théories, vous aussi, sur ce qui va se passer dans les prochains mois. Vous me le mettez en commentaire sur YouTube et on verra quelle théorie. On lira vos théories, on verra celle qui va prendre comme ça le jour J. On invitera la personne qui aura la théorie qui aura été juste. Quelle est votre théorie? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir du coup une Marine Le Pen, un RN puissant, une Marine Le Pen première ministre, de motion de censure, et ensuite Macron qui se représente en 2027 pour les élections? Est-ce que vous pensez que le RN va se rétamer parce qu'il va se passer un truc de ouf aux législatives? Est-ce que vous pensez que moi, j'ai vraiment me présenter aux législatives sur un coup de tête et qu'il s'avère que je vais faire un score de ouf? Dites-moi aussi, parce que c'est un truc, je sais que je pourrais me chauffer bêtement, parce que je sais que là, le 30 juin, j'arrête. 30 juin en plus, c'est la dernière date de spectacle de Passeport, j'aurai un peu de temps. Ouais, sauf que c'est trop tard, c'est déjà le premier tour. Ouais, mais tu connais. Non, mais c'est pour ça. C'est-à-dire que moi, là, je fais ma petite campagne. 30 juin, vote. Puis après, je suis dit. Allez, feu. Comme ça, et puis j'ai mes conseils. Alors, t'as écrit sur un truc, pardon. T'es pas sur le. Je sais pas sur le truc.
Alors, pendant les périodes d'élection, équité entre les partis, pas forcément. Ouais, égalité. Et hors période électorale, 1/3 pour le président et ses collaborateurs, 2/3 pour les autres en prenant compte des résultats de consultation électorale, le nombre et les catégories d'élus, l'importance des groupes parlementaires ou les indications de sondage d'opinion. Donc globalement, c'est ça. Ouais, en un peu pire. Pendant la période d'élection, mais sinon, globalement, c'est par rapport à la hype. Ouais. Oui, mais même, t'as dit équité, hein, il n'a pas dit égalité, de toute façon. Donc, équité, équité, voilà. Donc ça veut dire. Donc en fait, théoriquement, c'est censé mettre. On devrait donner un peu plus à ceux qui seraient normalement les moins avantagés, sauf que c'est pas cette équité-là. C'est l'équité de ah non, ils ont plein de sièges, ils doivent parler plus. C'est quand même la moindre des choses. Les Français les ont mis devant, tu vois. Donc voilà, c'est dégueulasse. Ah c'est un système vraiment dégueu. Ah oui, donc équité entre les partis, c'est que tu parles par rapport à oui, c'est exactement. Donc à son taux, en fait. Donc donc c'est bon, je peux faire le rêve. Tu es dans le vrai. Alors, et donc, pour conclure ta théorie, toi, ce serait quoi, là, ce qui va se passer dans les prochaines semaines / mois? Je te dis, on est vraiment en quelques semaines. Honnêtement. Ouais, là, tout joue là. Ouais, t'as la version. Franchement, la version courte, tranquille, bête et méchante. Hein, ouais. C'est pour ça que c'est encore scandaleux. Et merci Macron, on a bien compris ton projet depuis longtemps. Merci Manu. Vraiment, on a bien compris. Merci la courte échelle, on l'a bien vu. Concrètement, il est en train de faire la courte échelle au RN. Parce que regarde, même les médias, moi ça me perturbe. Hein. Honnêtement, quand j'ai vu le plateau, là, dès qu'il y a eu l'annonce de la dissolution, le truc qui m'a perturbé, c'est ils avaient pas l'air super surpris. Les journalistes, je te dis sincèrement, ça n'avait pas l'air de trop les perturber. Et pire encore, ils se sont même retrouvés à dire, oui, de toute façon, donc ça sera le RN visiblement qui pourrait avoir, qui pourrait faire la liste. Tu fais, ça va, donc ça va, tout le monde, ça vous dérange pas plus que ça. Et c'est là que tu vois, donc en gros, parce que on doit être neutre. Là, quand ça les arrange. Mais donc le truc qui est probable, c'est qu'effectivement ils gagnent. Ouais. Alors. Là où je sais, je suis toujours chiant parce que je donne pas forcément un truc très arrêté parce que de toute façon je lis pas l'avenir, je suis pas. Oui, non, je suis pas devin. C'est juste pour voir. Mais il y aurait donc dans ce cas-là, en fait, moi je préfère poser les hypothèses comme ça, parce que c'est important, surtout même dans la perspective de donner des hypothèses dans l'hypothèse de la victoire. Hypothèses que je note. Je pense que j'en ai 3. Ok, 3. Ouais. Alors première hypothèse. C'est en fait une victoire du RN qui elle-même pourrait se faire de deux façons. Soit une. Et ouais. Qui fait des sous-parties. Ouais, toujours. Et chaque façon a 3 petits points que je vais détailler. Et des sous-points, et des sous-catégories, des sous-briques. Non, mais parce que, en gros, soit une victoire assez large, qui sera assez effrayante, mais voilà, une victoire assez large. Il y a Ruffin qui vient de dire on a un taré à la tête de l'État. Ça, c'est maintenant que tu le sais. Donc, voilà. Et donc, en gros, tu vois, soit une victoire large. Et ça, c'est vraiment chaud et flippant. Et bon, du coup, on a un bon petit gouvernement de fachos et tout. Ça va être merveilleux. Et puis, bon, c'est bien. Entre parenthèses, entre guillemets, c'est bien. Bon, les gars, vous allez apprécier. Vous allez voir ce que c'est que de ne pas avoir de programme et d'être dans le vide. Et que pour toutes les personnes qui croient être dans le bon camp vis-à-vis d'eux, c'est-à-dire qui pensent avoir la bonne colorimétrie et la bonne pigmentation et faire partie du règne des méduses, en fait, vous allez voir que ça va être très, très, très décevant. Surtout sur le plan économique. Alors là, ça va vous faire très, 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 très mal. Mais bon, voilà, je vous laisse imaginer, voir le truc. Ça, c'est d'une. Soit ça va être ric-rac, donc du coup en fait ils vont être, en gros ça sera une victoire, quand on dit une victoire à la Pyrrhus, donc une victoire à la Macron. En fait ils vont pas avoir une grosse majorité. Ça serait un scénario sympa, si on peut dire. Ils gagnent, ils ont un gouvernement, mais il va devoir cohabiter. Il peut être dégueulasse ce scénario parce que ils vont peut-être aller chercher des alliés. Voilà. Ça commence par rond, ça finit par conquête. Donc, tu vois, voilà, comme on peut le voir là sur l'écran, c'est résidu de capote trouée. Donc concrètement, le incident de l'histoire en fait, vraiment. Mais c'est bref. Et donc, en plus, tu sais, c'est du vide. Mais je vais pas me lâcher, sinon je vais commencer à m'énerver. Et donc, sinon, le truc, c'est que pour être très honnête, en fait, les jeunes sortent massivement. C'est en mode massif central, en mode mais un truc de dingo. On bouscule à peu près tout en mode mettez tout, gilet jaune, ce que vous voulez, soulèvement tout ça. En arabe c'est intifada. Donc vous appelez à l'intifada. C'est où le papier pour signer? Donc voilà, et en fait et là concrètement en fait il y a un soutien populaire massif qui va ensuite se traduire dans les urnes.
avec aussi cette idée de profiter de cette opportunité pour dire bon les gars, 5e République, on a fini la récré, on va arrêter avec ça, hein, c'était bien mignon, voire pas du tout, et on va passer à quelque chose de plus sérieux, on fait une République à notre image, à l'image de la population telle qu'elle est aujourd'hui, et de son avenir désirable, et là en fait on passe même en constituante. Oh ouais, c'est en passant en constituante, faudrait saisir cette opportunité. Mais donc voilà, ouais là ça fait très vite hein, quand je dis ça, mais parce que sinon sinon c'est la merde. Ouais, c'est ça. Ouais, franchement c'est ça. Bah ouais, bah, écoute, on va voir. Je vais me renseigner quand même pour voir les démarches. Ah 10 maintenant. Pour se présenter. Ah 10, ça monte. De 9 à 12 sièges pour Manon Aubry. Merci à tous de nous avoir suivis pour cet épisode un peu spécial, un peu réaction à chaud sur la dissolution de l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale d'Emmanuel Macron. Toujours un plaisir de vous avoir. Merci de nous donner de la force. Continuez les 5 étoiles partout, à liker, à commenter, à donner encore plus de force à ce podcast qui, je l'espère, perdurera encore longtemps. Merci Dr H pour ta culture. Merci d'être généreux là-dessus. Big up et gros bisous à tout le monde, à toute l'équipe aussi derrière la caméra, ma chérie Gaël Kenny Cagnan. Allez checker sa chaîne Maskoff et ses Weekly Huddle, l'actualité du foot US en France et en Europe. Parce qu'on en fait 2 à 3 par semaine maintenant, on est très 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 actifs, donc allez-y, n'hésitez pas à liker et à partager, ça fait plaisir. Et bien sûr le showrunner et aussi maître du son, oui c'est ça, le sondier Mourad Mokadem, qui en plus de ça met de temps en temps des petites photos de nous sur le compte Telegram. Continuez parce qu'on balance en édito sur le Telegram. Dès qu'on va parler d'un sujet, on le balance d'abord sur Telegram, on voit comment ça prend, donc n'hésitez pas à nous rejoindre aussi, espace libre dans lequel on est ensemble et on converse. En tout cas, c'est un plaisir de papoter avec vous, de lire vos messages, continuer à en écrire, ça fait plaisir. Ah ouais. On est content de faire ça, tu vois, parce qu'on fait ça souvent en fin de semaine, après des journées un peu longues, etc. Mais on est content de le faire quand même, et c'est grâce à vos messages qu'on le fait. Merci à vous et à la semaine prochaine.